Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de matières premières, d'import-export, de dropshipping et on reçoit un invité très spécial, Alain. Peut-être que vous le connaissez déjà. Salut Alain, merci d'être là avec nous aujourd'hui sur ma chaîne. Donc moi je te connais depuis un moment, on se connaît depuis un moment, mais mon Ouais, audience ne te connaît pas forcément. Quoique, une partie de mon audience doit te connaître quand même. Tu as pas mal d'abonnés sur YouTube. Je pense que tu dois être à 40 000, notamment ouais, dans tout ce qui est la partie africaine et toute la diaspora oui, aussi en Occident. ouais. On va commencer par les présentations. D'où viens-tu exactement? Ok, merci beaucoup Cédric, merci pour l'invitation et ça me fait énormément plaisir d'être là. Et bonjour à tout le monde, bonjour à l'audience de Cédric aussi. Donc personnellement, je viens du Bénin. J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai fait mon BTS au Bénin et en 2012, je suis venu en France en 2012. Donc pour continuer mes études en informatique, donc j'étais en informatique généraliste. Après, j'ai fait un cycle de spécialisation en sécurité informatique. Et après ça, j'ai travaillé un peu comme consultant dans les entreprises en France. Et bien évidemment, après, bon, c'est passé en mode entrepreneuriat, etc. On en parlera après. Bah, justement, c'est la question suivante. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le e-commerce? Qu'est-ce qui t'a amené à ça aujourd'hui? Ce pourquoi on peut te voir notamment sur YouTube. Je pense que c'est un long chemin. C'est vraiment un long chemin parce que en 2014, j'ai une amie qui m'invite en Chine. À l'époque, je ne savais pas du tout que je connaissais rien de la Chine. Pour moi, la Chine, c'était les Chinois, c'était un autre monde. Vraiment, je ne connaissais absolument rien, pas Jackie Chan et Jet Li, tu vois. C'était les seuls qu'on connaissait. C'était avec Jackie Chan et Jet Li qu'on connaissait. Et du coup, je suis parti à Guangzhou en 2014. C'était en août. Je n'avais rien à faire. J'avais un taf comme un job d'été qui était terminé. Et du coup, je vais à Guangzhou en 2010. C'était en 2014. Et j'ai vraiment été surpris. J'avais vu, on m'avait montré Taobao, on m'avait montré plein de choses, le fake market. J'avais vu tellement de choses. Je me suis dit, mais. Et surtout, ce qui m'impressionnait, c'était de voir des étrangers parler chinois. Et je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a que les Chinois qui peuvent parler cette langue-là, tu vois. C'est pas possible qu'un étranger puisse parler chinois. Et tellement ça m'avait marqué que quand je suis revenu en France, après ces 3 semaines en Chine, là, je me suis dit, OK, 2015 arrive, je vais me lancer un défi. Est-ce que je peux apprendre le chinois en un an? Tu vois? Et c'est comme ça que je suis tombé sur les vidéos YouTube. Je suis tombé notamment sur tes vidéos à toi à l'époque. Tu faisais, bah, bingo, une formation à apprendre le chinois en un an, la méthode Cramp. Je me suis dit, OK, let's go. Et du coup, j'ai atteint cet objectif-là. Je pense que cet objectif a débloqué beaucoup de choses en moi parce que je me suis dit, ah ouais, je peux faire quelque chose tout seul. Parce que d'habitude, je pense qu'on nous donne des ordres, hein, nos parents nous donnent des ordres, l'école nous dit de faire des choses, mais c'est très compliqué que soi-même, on se donne des choses et qu'on puisse le respecter. Et je pense que moi, ça m'a permis, je me suis dit, OK, je suis allé au HSK 4 en un an, je peux lire, je peux écrire. J'étais vraiment impressionné par la rapidité de la méthode. Et je me suis dit, OK, bah, est-ce que je peux faire autre chose? Donc, je me suis prouvé que je peux réussir dans une chose, on peut réussir dans d'autres choses. Surtout, à l'époque, je me suis dit, tu as appris le chinois, tu apprends ce que tu veux dans la vie, tu vois. Tu apprends tout ce que tu veux dans la vie. Donc, du coup, en parallèle, je suis tombé sur le monde du business en ligne à l'époque. Que ce soit toi, notamment, tu parlais d'import-export, que ce soit aussi Cédric Anissette, en fait, tout ce beau monde d'Olivier Roland. Je suis tombé sur leurs vidéos et j'avais vu qu'il y avait un autre monde parce que moi, je suis informaticien, je finis, je travaille dans une entreprise et ça se termine là. J'ai vu qu'il y a des gens qui voyageaient, qui faisaient des choses et qui vivaient une autre vie, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ce truc-là. Et c'est là que j'ai commencé à tout tester. J'ai fait du blogging, du trading, marketing de réseau, marketing d'affiliation. Je pense que j'ai tout testé. Et en 2016, je tombe sur un webinaire où on parle de dropshipping avec AliExpress. Surtout qu'en 2014, quand je suis revenu, j'avais lancé un groupe sur Facebook où j'achetais des produits sur AliExpress et je revendais dans le groupe. Et il y avait même 2 000 membres, je faisais de l'affiliation. Donc, quand le gars a dit dropshipping avec AliExpress, je me suis dit, attends, donc ça veut dire que je peux monter une boutique moi-même et envoyer les produits sans commander de la Chine parce que je commandais des téléphones portables, je commandais plein de choses depuis la Chine à l'époque. Ça coûtait 30 euros le téléphone Android et je le revendais. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, ah, je vais me lancer, ça m'a intéressé parce que c'est quelque chose que je fais déjà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'e-commerce en 2016-2017. Ok, ouais, effectivement. Donc ça remonte quand même au tout début, Ouais, même avant en fait cet effet de mode de exactement. 2016-2017.
Et du coup, avant, tu vendais sur un groupe Facebook, les Oui, téléphones portables, et après, tu es oui. passé du coup sur Shopify, c'est ça? Exactement, sur Shopify, avec le dropshipping avec Shopify, etc. Ok. Et tu vendais sur le marché européen, sur le marché occidental, peut-être américain, ou alors tu vendais aussi sur le marché africain? Les deux marchés, parce que j'envoyais des téléphones aussi en Afrique, dans mon pays d'origine notamment, parce que ça ne coûtait rien. C'était à 30 euros. Moi, je pouvais le vendre à 50 euros. Ça faisait à peine 30 000 francs CFA au pays, chez moi. Donc, ça ne coûtait pas grand-chose. Donc, j'envoyais ici beaucoup en Afrique. Et sur le marché européen, je faisais notamment, c'était beaucoup plus de l'affiliation, parce que bon, les gars ne te connaissent pas, beaucoup plus méfiants quand même. Tu vois, parce que c'était un groupe Facebook aussi. Donc, je faisais de l'affiliation via AliExpress qui donnait à l'époque 8% pour chaque achat effectué et tout, tu vois. Donc, des sous que je n'ai jamais récupérés en plus, hein, c'est encore sur mon compte affiliation AliExpress. Allez. Alors là, c'est super intéressant parce que faire du business avec l'Afrique, c'est vraiment une thématique qui est très importante et sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais. C'est quoi, selon toi, les plus grosses difficultés pour faire du business avec l'Afrique et vendre en dropshipping en Afrique? Euh, le, la principale difficulté, c'est les moyens de paiement aujourd'hui. Il y a les moyens de paiement et il y a aussi la logistique. C'est les deux difficultés. Et sans ces deux si on n'a pas de vrais problèmes pour ces deux, de vraies solutions pour ces deux problèmes, c'est extrêmement compliqué de faire du dropshipping vers l'Afrique. D'accord? De toute façon, il y a deux cas. Le premier cas, c'est est-ce que quelqu'un qui est en Afrique peut se lancer dans le monde du dropshipping? Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Tu peux créer une entreprise offshore aux États-Unis ou en Angleterre et avoir PayPal et Stripe et faire du dropshipping, mais vers le marché européen occidental. Donc, tu achètes en Chine comme ce que nous faisons. Donc, aujourd'hui, c'est possible de le faire. Le deuxième cas, c'est est-ce que quelqu'un qui est en Afrique peut faire du dropshipping directement en Afrique? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que AliExpress ne livre pas l'Afrique. On n'a pas toute cette logistique qui est hyper développée dans les pays occidentaux. Ce n'est pas développé en Afrique. Localement, il y a des entreprises qui font des choses, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est d'acheter du stock, d'envoyer ce stock en Afrique. Et par contre, là, il y a des entreprises, même des entreprises chinoises, qui peuvent prendre ton stock localement en Afrique, notamment au Sénégal, et te faire du COD, de cash on delivery. Donc, ça, c'est possible par contre. Mais il faut que tu achètes le stock que tu l'envoies au Sénégal d'abord. Donc, voilà, on a ces alternatives-là qui marchent très, très bien d'ailleurs et que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui sur le continent. Et au niveau des moyens de paiement, parce que moi, c'était vraiment mon souci quand je bossais avec l'Afrique, notamment que je voulais faire Ouais. des boutiques e-commerce, du dropshipping, voilà, du retail, en fait, de la revente aux particuliers. C'était les moyens de paiement. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de choses aussi qui sont possibles. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux? Effectivement, actuellement, surtout depuis, je dirais, à peu près 3 4 ans, il y a eu énormément de nouveaux acteurs sur le marché africain au niveau des moyens de paiement. On a des, par exemple, au Bénin, là où moi, mon pays d'origine, on a des Stripe-like, on veut dire, donc des entreprises qui font comme Stripe, qui sont sur le marché, qui permettent d'encaisser via carte de crédit, Mastercard, Visa, mais aussi de pouvoir accepter les paiements par mobile qui sont extrêmement développés en Afrique. Donc, les paiements par mobile, en gros, c'est comme si tu achètes des recharges téléphoniques et ces recharges sont converties en argent et tu peux les utiliser. Donc, voilà, il n'y a pas forcément d'abonnement mensuel comme on peut le trouver en France où il y a des abonnements forfait illimité. Non, tu achètes pour 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA et tu peux utiliser cet argent-là pour faire des paiements. Et aujourd'hui, sur le marché africain, c'est ultra développé. Il y a des plugins WordPress, des applications Shopify, des intégrations qui sont faites justement pour te permettre de pouvoir encaisser d'accord, sur le marché africain via ces plateformes comme Stripe en fait et PayPal qui sont sur le marché. Est-ce que tu as des noms d'applications et de processeurs de paiement que tu recommanderais, que toi tu Oui, utilises ou que tu as utilisé? aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup. Il y a trois que je connais qui sont très bons. Il y a FedaPay, donc c'est FEDA Pay, ils sont au Bénin, au Togo, au Niger, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ils sont dans 5 6 pays environ. Après, on a KikiaPay, donc c'est KKIA aussi, qui sont très, très bons aussi. Et le dernier, c'est CNetPay. Donc, CNetPay, eux, ils ont pris toute l'Afrique, 35 pays africains. Voilà, c'est les plus gros. Par contre, le seul problème avec CNetPay, c'est que c'est une intégration avec un développeur. Ils n'ont pas de plugin comme ça, comme les autres qui peuvent avoir des extensions WordPress, Shopify.
Et voilà, tu dois le développer toi-même. Donc, tu as accès à l'API et tu fais le développement après pour ta boutique e-commerce. Ok, ok. Donc ça nous donne un petit état des lieux effectivement sur le retail en Afrique et maintenant, donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Peut-être que ça sera encore plus facile après avec les cryptos, on verra, mais en tout cas Oui. maintenant on a déjà des solutions, ça c'est fantastique. Ouais, Maintenant, aujourd'hui, il y a vas-y. beaucoup de solutions. Sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le marché. Et surtout, je pense, le seul problème reste toujours la livraison qui n'est pas hyper développée. Mais je suis tombé, ce matin, en plus, je suis tombé sur une boîte où ils ont essayé de mettre quelque chose en place via, comme on avait parlé de ça en offre, via les conducteurs de bus, de cars dans tout le pays. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et tu peux tracer justement en temps réel ton colis, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ce matin que j'ai découvert ça. Je me suis dit, ah ouais, donc ça veut dire que les choses avancent. On s'adapte. On n'a pas la poste un peu avec les infrastructures européennes, mais on s'adapte. Et les colis peuvent bouger aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être un gros changement d'ici 2, 3 ans sur ce niveau-là aussi. Ok, ok. Donc là, on cerne bien ton histoire. L'apprentissage du chinois et aller en Chine avant même de commencer à faire du business. Tu utilises encore le chinois aujourd'hui dans le business? Toujours, 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 toujours. Sincèrement, je pense que ça m'aide beaucoup parce que ça permet de créer des relations beaucoup plus fraternelles avec tes fournisseurs, beaucoup plus, parce qu'ils savent que tu les comprends. Et moi, je pense aujourd'hui, en tout cas, je ne dirais pas à tout le monde d'aller apprendre le chinois, pas du tout. Mais quand on comprend la langue des gens, je sais pas, ça donne un certain avantage en fait. C'est comme si on avait compris leur culture, qu'on avait compris ce qu'ils étaient. Et ça permet justement de briser un certain nombre de barrières. Et bon, je ne l'ai pas dit, mais après, je suis allé faire mes études en Chine parce que tellement j'étais. Quand j'ai appris le chinois en un an après, je suis allé à l'Institut Confucius et j'ai obtenu une bourse du gouvernement chinois pour aller à l'Université des langues de Beijing, tu vois. Donc Ouais, voilà, tu il y a allais tout ça étudier à qui m'a. Pékin, ouais. Exactement, donc qui m'a beaucoup aidé aussi, justement. Ok. Et aujourd'hui, ce que tu évoques sur ta chaîne YouTube et compagnie, c'est le dropshipping de matières premières. C'est plus Ouais, vraiment du retail, du B2, du B2C. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu cette idée brillante que tu as eue d'associer un petit peu un secteur nouveau et unique, le dropshipping, et quelque chose qui est quand même plus classique, plus traditionnel, les matières premières. Comment ça t'est venu cette idée et qu'est-ce que c'est? En fait, c'était, comme je le disais en off, j'ai un ami qui a travaillé chez Bolloré à l'époque. Donc, Bolloré, grosse entreprise de logistique, etc. Et il était occupé de faire des achats et des trucs comme ça. Et après, il s'est dit, bah, écoute, si je dois le faire pour des grands groupes, autant que je le fasse moi-même. Donc, c'était beaucoup plus de l'import-export qu'il faisait. Donc, import-export de l'Afrique vers le monde, donc surtout de l'Afrique, en fait. Et du coup, c'est ce que lui faisait. Et en parlant un jour avec lui, je me suis dit, mais ça ressemble à du dropshipping parce que lui, justement, quand il s'est lancé en indépendant, ce qu'il a décidé de faire, en fait, c'est de se dire, OK, comme je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le capital pour aller acheter des matières premières moi-même et traiter en tant que négociant, ce qu'il a décidé de faire, c'est simple, c'est de voir les entreprises qui sont déjà dans le domaine et de leur apporter des clients via des stratégies, via LinkedIn, etc. Donc, il a automatisé toute une stratégie et c'est là, moi, j'ai trouvé ça brillant. Je me suis dit, mais attends, tu fais du dropshipping, en fait. Tu vois, c'est du dropshipping, mais sur des matières premières, parce que quelque part, le dropshipper, c'est un facilitateur, c'est un intermédiaire C'est un agent, de ouais. commerce, c'est un agent quelque part. Et je me suis dit, bah, on fait la même chose, juste que moi, je suis en ligne et toi, tu le fais dans la vie physique. Et c'est comme ça, on s'est associés. Je me suis dit, OK, c'est du dropshipping des matières premières. Et surtout, c'est une idée qui a beaucoup résonné avec beaucoup de personnes parce que tout de suite, comme le dropshipping, c'est un thème que tout le monde connaît aujourd'hui, ça a beaucoup plus parlé aux gens. Si j'avais dit négociant de matières premières, les gens vont commencer à voir un truc hyper compliqué. Tu vois, voilà, on ne sait pas ce que c'est, il faut être une grosse boîte pour le faire, etc. Tu vois. Alors qu'en Donc, fait, c'est pas ça du qui a tout. donné, c'est ça qui a vraiment donné cette facilité aux gens de comprendre l'enjeu et surtout de se dire qu'en Afrique, on a des ressources, mais on n'a pas de clients. Comme je le disais souvent, moi, la saison des mangos au Bénin, par exemple, parfois les gens jettent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients pour acheter leurs matières premières. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus structurer. Et nous, on conseille de passer par des entreprises locales qui n'ont pas de clients parce qu'ils ne savent pas faire du marketing, en fait. Ils ne savent pas comment tout le temps trouver des clients pour vendre le surplus ou les matières premières qui ont été produites ou récoltées. Donc tu parles, toi, de mangue, par exemple, en Afrique, des mangues africaines, du Bénin, je suppose, que tu vends. Et tu les vends à qui, du coup? Tu les vends en Europe? Tu les vends en Chine? Tu les vends à qui?
Pour les mangues, pour tout ce qui va être fruits et légumes, on est beaucoup plus porté vers d'autres pays comme le Brésil, la Turquie, surtout la Turquie notamment. Et bien évidemment, pour moi, les fruits et légumes, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, on s'est beaucoup spécialisé dans tout ce qui est anacarde. C'est beaucoup plus simple parce que le Bénin, justement, c'est ça que j'ai découvert aussi. C'est que le Bénin avait l'une des meilleures qualités. J'étais assez surpris. Je me suis dit, ah, OK. Donc, on a l'une des meilleures qualités de la région. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple et surtout avec les Indiens justement de commercer avec les Indiens et notamment on a eu un client aussi égyptien sur tout ce qui est noix de cajou. C'était beaucoup plus simple. D'accord? Parce que aussi, tout ce qui va être fruit, tout ce qui va être quelque chose qu'on va conserver, ça demande beaucoup plus de logistique. Il faut des camions spéciaux pour ça, il faut pouvoir les conserver et tu n'es pas à l'abri que le client vienne te dire à la réception que bah oui, on a 30% qui ont périmé. Donc, voilà, nous, on préfère aller sur des matières premières qui sont des trucs secs, des fruits secs, tout ce qui va être hard commodities. C'est beaucoup plus simple. Tu vois. Ok. Alors moi, j'ai déjà traité des commandes à Ouais. destination de l'Afrique. Et à l'époque, c'était quand même un peu tendu, notamment j'ai fait du riz vers le Bénin, des choses comme ça. Ouais. Et c'était tendu parce qu'il y avait beaucoup de corruption, de pots de vin, de dessous de table, Ouais. voilà, de magouilles, on va dire. Ouais. Est-ce que les choses ont changé depuis? Parce que ça remonte un petit peu, moi, mes dernières commandes avec le Bénin. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, les choses ont beaucoup changé, surtout avec, depuis 2017, j'ai envie de dire, avec l'actuel président. Il y a eu beaucoup un redressement, j'ai envie de dire, et surtout, même une certaine, comment je vais dire, digitalisation. D'accord? Aujourd'hui, sur le Bénin, il y a beaucoup de choses qui ont été digitalisées au niveau de l'administration, beaucoup de choses qu'on peut vérifier, qu'on peut contrôler. Par exemple, au Bénin, il y a le site des importateurs qui est un site du gouvernement où on peut vérifier si quelqu'un est vraiment accrédité, une entreprise est vraiment accréditée pour être importateur, exportateur de matières premières. Donc, il y a pas mal de choses que le gouvernement a mis en place depuis 2017 pour faciliter cela dans le cadre du Bénin. Et aussi, bon, tout cela a impliqué le fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple quand même de faire du business sans se faire escroquer, sans passer par des histoires de corruption, parce que tout le monde a peur, en fait. Il faut dire que l'actuel président a vraiment, beaucoup de gens sont allés en prison, il a vraiment tapé sur beaucoup de gens, donc tout le monde a peur et les choses vraiment, en termes de business, c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus simple aujourd'hui de trader en fait, avec l'Afrique. Je pense que ça va s'améliorer, en fait, parce qu'on ne peut pas continuer, notamment tout le temps dans la corruption, parce que ça ne fait pas évoluer les choses. Et surtout, même en tant que businessman, ça diminue tes marges, en fait. Parce que quelque part, il faut payer tout le monde, alors que normalement, les gars doivent faire le boulot. Et tu es là, les payer justement pour qu'ils fassent le boulot. Donc aujourd'hui, nous ne rencontrons pas ces problèmes-là aujourd'hui. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça rassure. Je pourrais reprendre des commandes alors, parce qu'à l'époque, c'était quand même très sportif. Oui, Euh, du coup, tu as l'habitude de travailler avec des fournisseurs chinois, mais maintenant aussi avec des fournisseurs donc africains, notamment au Bénin, oui. Côte d'Ivoire, tu nous cites là. Quelle est la différence entre un fournisseur chinois et un fournisseur africain? La différence entre fournisseur chinois et fournisseur africain. Je pense aussi, c'est vraiment une différence de type business. Les Chinois sont orientés business. Ils comprennent les choses. Businessment parlant, ça va vite. Tu vois, vraiment, en Chine, tu n'as pas beaucoup besoin d'expliquer. Ça va vite parce que les Chinois sont vraiment dans cette mentalité business. On veut faire de l'argent, on y va, go, go, go. En Afrique, c'est beaucoup plus dans le dialogue. Il faut beaucoup parler, beaucoup expliquer les choses aussi. Tu vois, et beaucoup de gens aussi ont peur. Il y a aussi la peur de se faire escroquer parce que même les gens ils se disent, ouais, mais j'avons ma marchandise, mais est-ce que je suis payé? Quand est-ce que je suis payé? Beaucoup de méfiance aussi par rapport à ça. Et surtout que pour les paiements, vu que c'est pas, surtout quand on est dans l'import-export, c'est beaucoup de virements bancaires, beaucoup de choses doivent être mises en place et ce n'est pas juste des paiements par carte de crédit ou des paiements bancaires via des plateformes comme FedaPay. Et il faut vraiment rassurer beaucoup plus les gens. Et c'est pour ça justement que nous, on a des agents sur le terrain et surtout de contrôler la qualité. Bien évidemment, à côté de la Chine, il y a des problèmes de qualité qui arrivent, mais on voit quand même qu'ils ont quand même amené le niveau très, très loin en ce terme avec les agents de dropshipping, de sourcing qui peuvent contrôler ta qualité pour toi. Et en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, tu peux rapidement te faire arnaquer justement sur la qualité des produits. Donc, c'est important de passer par des entreprises, notamment, qui vont aller attester de ces qualités-là, de la qualité des produits au niveau local et au niveau des producteurs, avant de t'engager dans un vrai contrat. Donc, il y a, je dirais,
ça s'améliore, mais quand même, ça donne beaucoup d'allers-retours, beaucoup de logistique, beaucoup de communication. Ok. Et ça génère chez moi une autre question un peu similaire parce que tu parlais de clients indiens et égyptiens. Alors, clients égyptiens, marocains et tout ça, moi j'ai déjà eu, mais clients indiens, j'en ai jamais eu. Selon toi, c'est pareil, même question. C'est quoi la différence entre un client indien et un client européen, par exemple? Je pense que l'une des différences fondamentales, c'est au niveau de la paperasse. Ça va beaucoup plus vite. Les Indiens, ça va beaucoup plus vite. Sincèrement, ça va vraiment beaucoup plus vite. Surtout le fait que nous, ça nous permet de le faire descendre aussi. L'une des choses que nous, on aime beaucoup faire en import-export, c'est le S-Work. C'est le fait que la personne lui-même, elle-même vienne sur le terrain à tester. Donc, ça donne quand même un certain niveau de confiance par rapport à ce que tu vends et par rapport au deal que tu veux faire. Parce que, bon, parfois, c'est extrêmement compliqué d'être seulement en ligne, surtout que nous, on va chercher les clients sur LinkedIn. Tu vois, donc, c'est vraiment un process en ligne qu'on fait dans un premier temps pour essayer de les convaincre et au moins envoyer notre échantillon. Et à partir du moment où l'échantillon est validé et on veut passer à un gros deal, là, on essaie de dire, OK, on peut nous-mêmes les inviter sur le terrain et en leur proposant de faire du S-Work, c'est beaucoup plus simple pour nous. Ça nous dégage un certain nombre de responsabilités sur le produit et que ce soit lui-même avec ses propres agents qui puissent envoyer le produit vers Bangalore ou vers d'autres cités portuaires en Inde. Donc, à ce niveau, c'est beaucoup plus simple de trader avec les Indiens. Avec les Européens, beaucoup de paperasse, il faut beaucoup de contrats. Donc, voilà. Mais au moins, tu sais que c'est beaucoup plus safe quand même côté occidental. C'est beaucoup plus safe. Tu sais que, voilà. Au niveau des Indiens aussi, bon, l'Inde, tu sais, c'est un peu comme l'Afrique. C'est vrai que c'est aussi un peu comme l'Afrique. Donc, il faut aussi mettre beaucoup les gens en confiance, mais ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui est intéressant avec les Indiens et surtout dans les denrées dont ils ont vraiment besoin, surtout tout ce qui va être soja, cajou, etc. Ils en ont énormément besoin, donc ça va beaucoup plus vite en termes de deal. Et voilà. Et aussi, il y a beaucoup d'Indiens en Afrique aujourd'hui, donc ils ont des entreprises qui les représentent localement chez nous, notamment au Bénin par exemple. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous de trader avec les Indiens. Ouais, et puis du coup, ouais, c'est du cash direct. Si tu vends en Xworks, c'est Ouais, bien pratique. Faut bien expliquer pour ceux qui connaissent pas ces termes-là dans l'import-export. Xworks, c'est en fait sortie d'usine. Donc, tu donnes la marchandise au client à la sortie d'usine, du coup, ici en Afrique, dans le pays concerné. Et le client se débrouille pour faire l'attraction de la marchandise de l'usine jusqu'au port et ensuite l'export plus la paperasse, les assurances et l'import plus les taxes, les assurances et compagnie. Donc, ouais. effectivement, là, c'est encore mieux que du FOB. Tu C'est un t'occupes peu- de rien et du coup, ouais, ça te facilite bien la chose, notamment avec des clients comme les Indiens. Je pense que c'est quand même bien de travailler comme ça. Ah oui, nous, on trouve que c'est mieux et c'est ce qu'on propose principalement. C'est à partir du moment où on valide l'échantillon, c'est de leur dire, bah, descendez les gars pour prendre la marchandise. Donc, derrière, on a tout un marketing, on fait beaucoup de vidéos aussi sur le terrain. On fait des vidéos, on leur montre le produit, on leur envoie ça via Google Drive pour leur montrer. On montre tout ce qui va être au niveau de l'usine aussi ou de la production. On montre quand même pas mal de choses pour essayer de les rassurer et de les faire venir sur le terrain. C'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Donc, à partir de ce Ouais, moment, il s'occupe du reste. Et s'il veut, il y a d'autres, par exemple, qui vont nous dire nous, on préfère que vous fassiez tout le boulot. On veut juste recevoir les marchandises au port. Donc, nous, on a des entreprises aujourd'hui qui peuvent nous aider justement à faire tout le boulot pour eux, mais ça engage leur responsabilité. C'est pour ça que le contrat doit être vraiment clair et de préciser. Donc, que ça engage leur responsabilité et pas à nous, parce que souvent, on a eu des cas où, comme je le disais tout à l'heure, quand la marchandise vient, on te dit, on t'annonce que bah, finalement, il y a tel pourcentage qui n'est pas bon, etc. Et tout, alors que tu sais que bah, ton argent est perdu. Donc, il y a ouais. tout, ton argent est perdu derrière, en fait. Donc en fait, même si le client il veut la marchandise en CIF ou en DDP, ce que tu lui dis, c'est que OK, moi je te mets en relation avec le transitaire, mais c'est toi qui engage le transitaire, et c'est toi qui gère tout en fait. Moi, je te le vends quand même Exactement. que en Xworks. Exactement. Nous, on préfère que lui gère avec le transitaire. Et bien évidemment, nous, on l'aide à faire ses papiers. Là, on lui envoie tous les Ouais, documents, bien ouais, évidemment. Mais c'est préférable que ce soit sa responsabilité qui soit avec le transitaire. C'est ouais, beaucoup plus c'est bien, simple c'est pour nous. important. Comme ça. Ouais, beaucoup de gens ne comprennent pas les incoterms et Ah, dans des ouais. situations comme ça, c'est vraiment complètement pertinent de partir sur de l'Xworks ou du FOB au maximum, mais pas plus. Maximum, oui. Ah non, mais les incoterms, je pense, c'est vraiment le truc à maîtriser, déterminer le niveau de responsabilité, parce qu'on parle quand même des sommes qui sont assez élevées. Oh, bah, Et tu surtout m'étonnes. quand tu es un intermédiaire comme nous, où parfois on se positionne en tant que dropshipper dans le sens où on fait croire aux clients que c'est nous qui détenons la marchandise,
ça engage de notre responsabilité réellement. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout prendre de risques à ce niveau-là. Ouais, ouais, non, c'est super important de savoir qui est responsable de quoi, jusqu'à quel moment. Essentiel, essentiel. Quel produit, je remets un petit peu tout en situation maintenant, si d'autres personnes voudraient faire un business comme ça. Toi, tu as parlé des noix de cajou, des mangues, anaca, machin chose. Euh, Si quelqu'un voudrait se lancer dans le business, donc du coup, tu recommandes pas dans les matières premières les fruits et légumes, des denrées périssables plus rapidement. Véritable, oui. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui fait partie, donc qui est en Afrique ou qui est partie de la diaspora africaine et qui voudrait bosser avec son pays? Quel produit tu leur recommanderais de sourcer? En fait, vraiment, on peut tout vendre, en fait, littéralement. Il y a tout qui peut être, si on enlève bien évidemment les denrées périssables, la première chose, c'est de savoir déjà ce que son pays exporte. Dans quoi mon pays est reconnu? Ça, c'est la première chose. Parce que ça te permet d'avoir le meilleur calibre. Par exemple, quand on parle en Afrique de l'Ouest, en termes de noix de cajou, le Bénin a l'un des meilleurs calibres, 47-48. Donc, le calibre aussi est mesuré, l'une des meilleures qualités, les taux d'humidité le plus bas, etc. C'est des choses que tu dois apprendre et savoir qu'est-ce que mon pays sait bien vendre, en fait. Tu vois? Et à côté de ça, justement, tu peux essayer de voir, OK, on vend bien telle chose, tu essaies de te former dedans parce qu'il y a des termes qu'il faut comprendre. Tu vois, moi, c'est des trucs qui m'ont un peu surpris quand un fournisseur te demande, mais c'est quoi le taux d'humidité? Moi, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Tu vois. Alors que tout ça, c'est des choses qu'il faut analyser. Donc, il faut comprendre le métier et comprendre la denrée que tu veux exporter. Tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu peux à peu près tout vendre. Mais bien évidemment, il y a d'autres aussi denrées qui vont être, par exemple, du bois. Tu vois, il y a du bois, par exemple, que les gens veulent. Il y a plein de choses hein, que les gens cherchent en Afrique. Il y a du cuivre notamment. Là, on a reçu ce week-end quelqu'un qui cherchait des lingots d'aluminium, par exemple. Et du coup, le Bénin n'est pas producteur, mais il y a des sites, il y a aussi, notamment des groupes aussi, où tu peux essayer d'aller chercher avec d'autres pays qui sont producteurs ou bien qui sont extracteurs de cuivre ou d'aluminium pour essayer de former des partenariats et, comment je veux dire, remplir la commande en fait, tu vois, et livrer la commande aux clients. Donc, c'est des choses aussi qu'on est obligé de faire, notamment lorsque tu n'as pas forcément la denrée ou bien le bien que tu veux exporter. Donc, il y a toujours des alternatives, mais le plus simple, c'est que ce soit quelque chose dans ton pays et que tu puisses toi-même aussi aller voir cette chose-là et confirmer de sa qualité que d'autres biens. Ok, est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments où ça va être quand même gênant? Parce que moi, tu me parles du bois. Pour moi, ça a été une grosse question il y a 2 ans à peu près, de trouver du bois Ouais. pour faire mes productions en Chine. J'ai importé du bois de Roumanie à mes usines en Chine, vraiment des choses de fou. Le cuivre, l'aluminium, des choses comme ça. Est-ce qu'après, on n'a pas un conflit parfois géopolitique avec les gouvernements quand même? Oui, ça c'est une très bonne question parce que de la même manière, je dis que tout est faisable, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre non plus. Parce qu'il y a des choses qui nécessitent des autorisations. Par exemple, au Bénin, le coton, ce n'est pas possible. Tant que tu ne fais pas partie d'un cercle ou que tu n'as pas une certaine autorisation du gouvernement. Par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a demandé du coton et on a trouvé du stock à Lomé. Mais c'était impossible de l'expédier. C'était impossible parce que derrière, il faut passer par le gouvernement, il faut faire des choses, il y a plein de choses qu'on te demande et ce n'est pas possible de le faire. Donc, effectivement, il y a certaines matières qui vont demander d'être à un autre niveau et que le particulier ou quelqu'un qui veut se lancer dedans ne pourra pas forcément aborder comme une vraie entreprise qui a des autorisations gouvernementales. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais de la même manière, il y a des choses, par exemple, si je te donne l'exemple de l'or ou du diamant, on peut penser qu'on a besoin d'autorisation. Non, ça va. On peut penser qu'on a besoin d'autorisation, on se dit, ah oui, c'est de l'or, c'est du diamant. Mais, par exemple, dans des pays comme le Congo, je connais justement un négociant suisse, je ferai son interview, passera aussi sur ma chaîne, et lui, son activité, justement, c'est d'aller racheter des petites mines dans les villages, des mines dans lesquelles ils vont investir 200 000 euros maximum, de racheter ces mines-là, de les exploiter et justement de faire des partenariats avec le propriétaire de la mine, qui souvent sont des particuliers, des collectivités locales, des villages en fait qui détiennent ça, mais qui n'ont pas l'équipement pour extraire l'or ou le diamant. Donc, du coup, eux, ils vont sur des mines qui ont des durées de vie de 3 à 5 ans. Donc, ils vont investir l'argent et ils vont partager le bénéfice avec la collectivité localement. Donc, c'est que l'un des business models que lui faisait. Et moi, j'étais assez surpris. Je me suis dit, mais il n'y a pas d'autorisation du gouvernement. Comment des particuliers peuvent détenir des mines d'or, tu vois? Et j'ai été assez surpris.
Donc voilà, Ah, tout est tout à fait. possible en fait. Ah ouais, parfois, c'est même surprenant. Moi, j'ai un ami qui fait de l'or aussi. Et c'est simple, en fait, alors que moi, j'ai eu quand même beaucoup de travail avec les gouvernements quand j'étais sur mon riz, par exemple, ou parfois sur du café, par exemple. C'est Ouais, hallucinant. C'est ouais, hallucinant comme exactement. truc. Et point intéressant sur le riz aussi, c'est aussi ouais, connaître son produit, des choses comme ça que t'expliquais. Et à l'époque, c'était pareil, quoi. Première question, voilà, t'as combien de taux de brisure de riz dans ton riz, machin et tout. Enfin, Exactement. effectivement, c'est bien maîtriser son produit et peut-être pas partir dans tous les sens, mais si tu trouves un produit qui est intéressant à importer ou intéressant à exporter, allez le travailler un petit peu, ouais. Et surtout, le point le plus important, c'est que souvent en import-export, on dit on a besoin de seuls clients. On a besoin de seuls clients, littéralement. Parce que la plupart du temps, quand tu établis une relation de confiance avec ton client, il n'ira pas ailleurs. Il va toujours commander le produit chez toi. Et ce qui fait que souvent, nous, on sait, vu qu'on a fait les vidéos, j'ai dit cajou, tout le monde voulait faire du cajou. J'ai dit, mais non, vous n'avez pas Exactement. besoin que tout le monde ait fait des noix du cajou. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises, et c'est important de choisir sa niche comme en e-commerce, et de comprendre son produit, comme dans tous les business, hein, et de ne pas être diversifié, tu vois, surtout quand on débute à vouloir tout faire, parce que ça te demande quand même d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de produits, beaucoup de manières de faire le commerce, beaucoup de régulations aussi, comme tu disais, par rapport au riz, par rapport à telle chose. Donc, du coup, nous, on s'est dit, OK, on va se concentrer sur ça et surtout sur des produits saisonniers, par exemple, cajou, soja, des trucs comme ça, sésame, c'est des trucs saisonniers qui viennent comme ça chaque année. Et tu sais que chaque année, tu as un client qui va te commander telle quantité, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour commencer. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller faire du cajou, tu vois. Ah, ça, c'est important ce que tu dis. Après, c'est quelque chose, voilà, on n'y peut rien. Mais quand tu fais des vidéos sur YouTube, etc., souvent, il y a beaucoup de gens qui vont juste copier ce que tu fais. Et, euh, Exactement. et certains vont réussir, vont faire des chiffres, etc. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages, tu vois, au fil des années, et me disent, ah tiens, Cédric, j'ai recopié ton truc, j'ai tout dupliqué. Super. En plus, les gens, ils sont honnêtes comme tout, c'est génial. Maintenant, je fais 3 000 € par semaine et tout, c'est cool. Mais au final, ceux qui font le plus gros chiffre, moi, dans les Ouais, personnes qui m'ont suivi, c'est des personnes qui ont trouvé quelque chose qui était souvent pas très sexy et qui ont appliqué au final la même méthodologie, mais sur quelque exactement. chose qui leur était propre et qu'ils maîtrisaient et pour lequel ils sont professionnalisés, effectivement. Donc ouais, faites pas tous du cajou, s'il vous plaît. Ça va pas forcément être le plus rentable en plus pour vous. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais Exactement. aussi la question, qu'est-ce que les gens peuvent sourcer? Comment est-ce qu'ils peuvent trouver d'autres produits et d'autres Mais tu choses sais, à vendre? je ne sais pas si tu utilises, mais il y a plein de sites, hein, Espace Agro, par exemple. Il y a plein de sites qui existent dans ce domaine-là. On a eu quelqu'un récemment qui a trouvé du sucre du Brésil, mais vers le Ghana. Donc, une sorte d'une importation, pas forcément une exportation. Tu vois? Donc, il a trouvé une entreprise au Ghana qui avait besoin de sucre et il lui a trouvé une autre entreprise au Brésil. Il a fait la mise en relation. Tu vois. Tout Donc, à fait. bon, quand je parle d'export, c'est aussi l'idée, il y a aussi l'idée d'importer des biens du monde entier, de la Chine, du Brésil, de la Turquie vers l'Afrique aussi, sur des choses, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un ici, en Estonie, qui fait du lait concentré sucré vers l'Afrique. Et Ça, c'est- je te dis, ah ouais, tu vois, du lait concentré sucré tu vois, vers l'Afrique. Donc, tout est possible aussi. Est-ce que ça me génère une question là du coup, cette idée de voilà, trouver des produits, etc. Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir dans le business? Tout le monde peut réussir dans le business, ce n'est pas possible. Le business n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat n'est pas Pourquoi? fait pour tout le monde. C'est sincèrement, c'est pas fait pour tout le monde. Et souvent, moi, je dis même souvent à ma communauté de façon très transparente, c'est même mieux d'être salarié parfois. Parce que le niveau de stress qu'on doit gérer parfois, comment je vais dire, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de week-end. Même quand tu es avec ta famille, parfois, il y a des clients, tu es obligé de décrocher le téléphone. C'est extrêmement compliqué de couper, vraiment, genre de se couper, de se déconnecter pendant une durée de 1 mois. C'est presque impossible. Et ça demande aussi beaucoup d'aptitudes qui sont parfois contre-intuitives. Bon, pour moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont en informatique, qui ont été embauchés chez Google à 200 000 € l'année, et ils me disent, allez, on ne t'envie pas. Hein. On n'a pas envie d'être à ta place. Tu vois? Parce qu'il a ses week-ends, il est posé chez lui, il a ses vacances,
il est chez Google, c'est littéralement un parc d'attractions là-bas pour travailler. Tu vois? Il est à l'aise. Donc, moi, je pense que le business, il faut vraiment définir sa personnalité. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? J'ai quelqu'un à l'université avec qui j'étais à l'université qui a fait un prêt de 100 000 euros pour aller à Harvard. Et moi, je lui ai dit, mais mec, comment tu fais un prêt de 100 000 euros pour aller à Harvard? Tu lances un business en ligne, tu vas réussir. Et il m'a dit, Alain, je me connais, je suis fait pour être salarié. Donc, si je dois être salarié, je veux être un top salarié. Bien, Autant être bien, salarié, tout à autant être fait. top salarié. Donc, je veux aller dans la meilleure école du monde. Je veux faire telle chose. Là, je sais que je sors, je suis un dirigeant, je gagne 15 000 euros par mois. Donc, je pense aussi aujourd'hui que le business en ligne a trop craché sur les salariés. Le business en ligne a donné l'impression qu'être salarié, c'était forcément mauvais, qu'on avait raté sa vie et tout, et que tout le Non, monde peut ouais. faire du business en ligne. Je pense que non. Il faut définir sa personnalité, il faut être sûr de ce qu'on veut faire, il faut être prêt à gérer la pression, gérer des ressources humaines, gérer une équipe, ce n'est pas évident. C'est beaucoup de choses à gérer. Et du coup, je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire du business en ligne, sincèrement. Tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est important de déterminer sa personnalité. Et peut-être ce que les gens peuvent faire, c'est d'allier un peu les deux. Tu as ton boulot de salarié, tu glandes le week-end, tu te dis, OK, je peux avoir une petite activité annexe qui me rapporte 200, 300, 500 euros par mois, qui ne me demande pas beaucoup de temps et qui ne me prive pas de cette liberté que j'ai à passer avec ma famille, etc. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et moi, je suis très clair avec mon audience sur ça. Tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il m'a fallu 2 ans pour réussir en e-commerce. J'ai mis toutes mes économies. J'ai tout mis dedans en e-commerce. Et ce qui m'énervait à l'époque, c'était justement parce que je voyais des jeunes, des gens beaucoup plus jeunes que moi réussir. Et je me disais, mais c'est pas possible. Le mec, il a 17 ans. J'en ai 26. C'est pas possible. Soit je suis nul. En plus, tu as un diplôme d'ingénieur, tout ça et tout. Tu sais coder, tu sais faire tout ça. Et tu n'arrives même pas à faire une vente sur Shopify. Et ça me frustrait énormément. Et je me suis dit, non, il faut que j'y arrive aussi. Et je peux le faire aussi, mais tout le monde ne peut pas le faire, sincèrement. Le business en ligne n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser sa propre personnalité, d'être vrai envers soi-même, parce que l'être humain a souvent tendance à se mentir à soi-même et à croire à son propre mensonge. Tu vois, et je pense que c'est extrêmement important de savoir que la semaine de 4 heures n'existe pas. C'est pas possible. Ouais, c'est clair, c'est chaud de faire la semaine de 4 heures quand même. Et dans la plupart des entrepreneurs que je connais et que je côtoie, ouais, quasiment personne ne fait la semaine de 4 heures, quoi. Même si certains ont les capacités de déléguer leur business à 90-95%, il faut quand même des journées de 14 heures. Bah oui. Bon, après, c'est un mode de vie, on va dire. C'est plus une Ouais, façon c'est d'être, un mode de vie. C'est un l'entrepreneuriat. mode de vie. Et je pense vraiment, ce que moi j'aime dans ce mode de vie, c'est la liberté. Et je pense qu'au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait de se dire, demain je suis en Thaïlande, après demain je suis en Corée du Sud, après je suis au Congo. C'est vraiment cette liberté de choix. Il y a pas autre chose, hein, c'est vraiment ça. C'est cette liberté qu'on apporte vraiment, au-delà de l'argent. Carrément. Bah, la transition est toute faite. Là, moi, je suis en Thaïlande, toi, tu es en Estonie. Pourquoi l'Estonie? Exactement. Qu'est-ce que tu fais en Estonie? OK, donc en fait, c'est assez drôle en fait. J'étais en France jusqu'en 2020 et on a lancé un produit sur le marché allemand. Et sur le qui a très bien cartonné, c'était des chaussures diverses, ça a très bien cartonné, 245 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Et c'était en décembre 2020. Et j'ai eu un call avec mon expert comptable parce que il fallait faire le bilan, il fallait faire plein de choses. Et quand on a déduit tout ça, les marges et tout, je me suis trouvé à 20 000 euros. Je me suis dit, merde, attends, mais j'ai gagné sur 200. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez en e-com. Surtout quand on est en France, on paye beaucoup. Ils m'ont mangé 50 000 euros de TVA et surtout les débutants e-commerçants. La TVA est là, on le sait, mais on dit non, c'est pas grave. Du coup, moi, ça Ouais, a complètement revu ma manière de pricer mes produits. Aujourd'hui, quand je mets la TVA, je vois que je ne suis pas rentable, je ne teste pas. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tout à fait. derrière, tu vas faire énormément de chiffres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait 1 million, 2 millions de chiffres d'affaires. Moi, souvent, on se retrouvait à 50 000 euros, 100 000 euros dans la poche. Et C'est tellement, ça. moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me bouffe? Les impôts ont pris plus de. En 2021, j'ai pris plus de 150 000 euros d'imposition en France. Je me suis dit, bon, OK, en Estonie, je suis à 0%. Vas-y, vraiment, en une semaine, hein, j'en suis tombé malade, tu vois. Je me suis dit, OK, c'est bon. J'aime bien, mais bon, payer autant aussi, voilà.
Non, mais Donc, le problème, en fait, c'est que, bon, après, on va passer vite fait là-dessus quand même, parce que c'est pas une question pour. Enfin, c'est ton interview, c'est pas le mien, mais moi, j'ai vécu ça aussi à l'époque. Ça fait depuis 12, ça fait 10 ans à peu près que j'ai quitté la France, justement. Et à l'époque, moi aussi, c'est quand tu lançais ton business, en fait, que j'étais plombé. Et t'as un boulet au départ. En fait, c'est bien d'être en France, mais si tu fais déjà du gros chiffre, donc tu peux y ouais, retourner plus tard et faire des montages et te débrouiller. Mais exactement. on n'est vraiment pas aidé quand on lance quelque chose et qu'on a quelque chose qui commence à marcher en France. Et du coup, voilà. Bah, On, c'est comme ça que moi j'étais reparti. on- on n'est pas aidé et aussi le système est extrêmement complexe à comprendre. Quand si tu n'as pas fait bac+5 en droit, comptabilité, ça ne sert à rien de mettre la tête, tu ne comprends absolument rien. Et moi, j'avais énormément de mal à comprendre, même ma propre comptabilité. L'expert comptable t'envoie des choses, mais pourquoi c'est comme ça? Il y a tellement de règles et autant d'exceptions dans les trucs. Je t'assure, Cédric, quand tu viens en Mais je sais. Estonie, et tu vois, et tu vois la facilité de l'administration en Estonie, c'est fou. C'est pour ça que je ne voulais pas aller à Dubaï ou je ne voulais pas aller au UK. Parce que ici en Estonie, si tu envoies un message à l'administration, dans l'heure, ils te répondent. Ouais. Par exemple, j'ai eu un cas il y a 2, 3 jours, je voulais acheter un nouvel ordinateur et je n'étais pas sûr si je payais pas avec ma carte personnelle parce qu'il n'y a pas d'Apple Store en Estonie notamment. Il n'y a pas d'Apple Store ici. Donc, il fallait que je commande en France. Et je me suis dit, OK, si je commande en France avec une autre adresse de facturation, etc., est-ce que mon entreprise peut me rembourser? Et comme je n'étais pas sûr, j'ai envoyé un message sur la plateforme et tout. Les gars, est-ce que je suis dans tel cas de figure et tout, est-ce que je peux le faire? Mais dans l'heure, ils m'ont répondu, oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez la facture en disant que c'est pour le bien de l'entreprise, pas de problème. En France, tu fais Ouais. 2 mois, ils ne te répondent même pas. Ce qui fait que parfois, en tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup d'erreurs. Et du coup, on vient nous taper dessus. En tant que petit entrepreneur, on vient nous taper dessus parce que parfois, tu fais des erreurs et tu n'as même pas compris en fait qu'il ne fallait pas les faire. Tu ne sais même pas qu'il ne fallait pas les faire. Et même les experts comptables en France aussi ne nous accompagnent pas. Ouais. Et parfois, ils Mais sont là, il faut même le la parole. service des impôts, ils disent, ils arrivent, presque, ils viennent te voir, les services des impôts, ils disent, dis-nous où est-ce que tu as mal fait, dis-nous où est-ce que tu t'es trompé, Oui, quoi. vous êtes trompé. Et alors que toi, tu n'as rien compris dès le départ. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis venu en Ouais, ouais, Estonie, parce que je ne c'est voulais pas rigolo. quitter l'Europe non plus. Je me suis dit, avoir une entreprise européenne, c'est toujours mieux. Je préfère l'Europe qu'à Dubaï ou au UK. Je préfère, mais quelque part, je veux être quelque part où la fiscalité, je la comprends. Aujourd'hui, en Estonie, c'est tellement d'une simplicité. Tu vas sur le site, on te détaille les coûts, pourquoi, comment, etc. On t'explique, tu as des tutos. Ah ouais, littéralement, je me demande, mon expert comptable, je ne sais pas à quoi il me sert en Estonie, sincèrement. Mais bon, il est là. Il fait les déclarations. Parce que même les déclarations, je peux les faire. Au début, je les faisais moi-même avant de prendre l'expert comptable. C'est pour vous Ouais, dire non, le niveau de facilité en Estonie. carrément, non, c'est complètement, c'est génial ce qu'ils ont mis en place. On a d'autres pays qui commencent à suivre et ça, c'est Ouais, super, hein. En Europe, notamment Europe de l'Est. La ouais. France, c'est une usine à gaz et c'est vraiment dommage parce que même moi, j'aurais pas de problème en fait à payer les impôts en France si le truc était bien foutu parce qu'on a quand même des trucs bien en France aussi, mais bon. Je Voilà. pense vraiment qu'on est tous d'accord. Moi, je le dis toujours, la France est l'un des meilleurs pays. Quand il s'agit de vivre, essayer de passer du temps. J'ai beaucoup voyagé et à chaque fois, je dis sincèrement la France, je comprends pourquoi on a 80 millions de touristes chaque année. C'est vraiment en termes de culture, de nourriture, de tout, un des meilleurs pays. Mais en termes de fiscalité, d'impôts, on veut payer. Moi, j'ai toujours été clean en dropshipping et j'ai payé la TVA alors que ça me faisait chier de la payer, alors qu'à l'époque, personne ne la payait. Et pourtant, moi, je la reversais, etc. Quand je vendais en Allemagne, j'ai dû créer une structure en Allemagne pour payer, reverser la TVA en Allemagne, alors que personne, tout le monde s'en fout quand on vend dans notre pays. Donc, j'ai toujours été quand même essayé d'être clean par rapport à ça. Et j'avais l'impression de me faire escroquer, en fait. Et tu as envie de. On te pousse à la fraude aussi, quelque part, avec un système aussi complexe que la France. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens quittent. Je suis persuadé, même en Estonie, quand je parle aux gens, ils ont envie de rester en France. Ouais, il y en a beaucoup qui veulent rester en France. Bon, alors moi, je comprends aussi qu'on ait envie de quitter la France. Parfois, il y a la mentalité quand même des choses comme ça. La France, Et c'est la un beau pays, mentalité aussi, ouais. gastronomie, climat, tourisme, etc. J'adore. Parfois, la mentalité un petit peu moins, la Ouais, fiscalité, l'administratif encore moins. ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent rester, on ne leur facilite pas la tâche. Voilà pour Ouais, cette facile, pas petite la tâche, oui. parenthèse sur la France, vite fait. Effectivement. Euh, Maintenant, je reviens sur ton mode, ton business model actuel, celui que tu Ouais, présentes notamment aussi sur ta chaîne, le dropshipping matière première.
au final, tu vends plus vraiment sur Shopify maintenant. Tu nous parlais de LinkedIn. Comment est-ce que tu goupilles un petit peu tout ça, la prospection sur LinkedIn? C'est quelque chose que peu de gens utilisent quand même. Ouais. En fait, c'était assez simple. Au début, quand on voit, surtout dans le cadre du Bénin, parce que bah, c'est ce que je maîtrise, la plupart des agents, des gens qui font de l'import-export et tout, c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait. C'est du bouche à oreille, c'est parce que, bon, il connaît quelqu'un qui était dedans, donc il s'est lancé, etc. Et c'est quelque chose qui demandait quand même pas mal de ressources. Il faut parfois voyager pour aller en Turquie, en Inde, en Chine. Bon, en Chine, c'est compliqué aujourd'hui, pour aller trouver des fournisseurs, des exportateurs, blablabla, etc. Et du coup, nous, on s'est dit, mais LinkedIn, c'est le réseau social des entreprises. C'est le Ouais. réseau social des entreprises. Et il suffit d'aller sur LinkedIn et de taper Mango Trader. Tu vas voir plein de gens qui sont Mango Trader sur LinkedIn. Tu vois? Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit, mais si on veut chercher des entreprises qui vont acheter des produits chez nous, bah, il faut aller là où se trouvent les entreprises. Et les entreprises sont sur LinkedIn, en fait. Et du coup, ce que nous, on a mis en place derrière, c'est d'automatiser maintenant cette prospection. Tu as des outils comme YouLink qui automatisent, qui envoient des messages et en gros, une sorte de marketing closing derrière où on envoie le client après sur notre site où on présente le produit qu'on vend avec les spécifications qui sont les nôtres, etc. Et on a un calendrier pour prendre un appel avec nous. Tu vois. Et Ok, c'est dans un ce petit peu calendrier comme, maintenant voilà, ok, qu'on discute, etc. ok, comme un peu le système de closing pour ceux qui font des formations à étiquettes, etc. Mais pour Exactement. de la matière première. C'est pas mal Exactement. ce mélange en fait d'un métier qui est quand même un vieux métier, qui est mon métier, Ouais. l'import-export, et du nouveau, un petit peu, du dropshipping, du closing, comment ça Exactement. s'appelle, de la technologie au final qu'on a à disposition ici. C'est bien pensé. Ok, pas mal. Et donc LinkedIn. Après, c'est effectivement beaucoup de bouche-à-oreille, hein. Moi, je vais dire, je récupère des gens, même parfois sur Instagram, sur Facebook, partout en fait. Dès qu'il y a quelqu'un Ouais. qui dit, voilà, j'ai cette personne-là, je sais qu'elle fait de l'import-export, elle bosse avec la Chine, elle parle chinois, machin, tu vois. Tu devrais la contacter et c'est comme ça que tu récupères des clients à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros de Ouais. CA, quoi, comme ça. Parfois, un oncle qui va te dire, ah bah tiens, j'ai machin, une agence commerciale à Cambrai, par exemple, qui veut importer des masques. Cédric, c'est parti, je te l'envoie, tu vois, c'est le bouche à oreille énorme aussi, effectivement. Mais Exactement. pour quelqu'un qui débute, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de débutants qui le regardent, encore une fois, c'est la majorité des gens, encore une fois, Ouais. que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne, des gens qui débutent, une stratégie sur LinkedIn, c'est ce que tu recommanderais? Exactement. C'est vraiment une stratégie sur LinkedIn. C'est là-bas que se trouvent les entreprises. C'est là-bas où vous pouvez dialoguer avec les gens. Vous avez plein d'outils aussi de LinkedIn. Sales Navigator, par exemple. Sales Navigator, par exemple. Vous pouvez envoyer des messages, présenter vos produits, contacter énormément, automatiser le processus, justement. Ça permet en tout cas d'avoir son premier client parce que, comme on le sait, c'est un business où tu n'as besoin d'un seul client, que d'un seul client. À partir du moment où tu as un seul client qui a des commandes récurrentes et tout, tu peux automatiser cela, monter une équipe, etc. et passer à autre chose après. Mais c'est justement un client, on veut ce client-là qui va justement te permettre d'avoir tes premiers sous et une certaine crédibilité, mieux comprendre. Et surtout, quand ça marche avec une personne, comme tu l'as dit, le reste, c'est du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est le meilleur. C'est le meilleur, le bouche à oreille, parce qu'on fait beaucoup plus confiance. Quand je te recommande quelque chose, tu fais confiance directement. Tu te dis, il a travaillé avec cette personne, bah, je le connais aussi. Donc, c'est beaucoup plus simple, bouche à oreille. Mais au départ, nous, on recommande vraiment aller sur LinkedIn. Et il y a des groupes LinkedIn, il y a même des groupes LinkedIn, comme des groupes Facebook d'importateurs qui postent régulièrement des choses, des besoins qu'ils ont, des produits qu'ils veulent vendre. Il y a des groupes LinkedIn aussi, par exemple. Donc voilà, au moins, c'est qu'on est dans un cadre professionnel. Tu vois, on n'est pas avec des petits joueurs, des gens qui ne savent pas trop, eux-mêmes ne sont pas au courant, etc. On est vraiment avec des professionnels, des entreprises qui sont là, donc c'est beaucoup plus simple. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu montres tout ça à ta communauté. On a parlé de ta chaîne YouTube, à comment se lancer sur le drop des matières premières, etc. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Le meilleur endroit pour te suivre, c'est YouTube? Ou alors tu recommanderais d'autres endroits, comme ça je mettrai les liens en dessous aussi. Je dis toujours YouTube. Je préfère qu'on voit ce que je fais d'abord, qu'on apprécie, et après, quand on veut me contacter, on peut me contacter. Toujours, je dis toujours de passer par YouTube. C'est beaucoup plus simple. Ça permet aussi aux gens de voir, bah, est-ce qu'ils collent aussi ou pas. Mais parfois, on peut coller, parfois, on ne peut pas coller au discours. Donc, c'est important aussi qu'on voit déjà ce que je fais, ce que je présente, etc. Et après, on peut me contacter. Ok, super. Moi, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour de ton aventure et de où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot pour clôturer cette interview? Ça va presque faire 1 heure. Je pense qu'on est ensemble là, Ouais. 50 minutes.
Est-ce que tu voudrais clôturer avec un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire spécifiquement pour mon audience qui serait intéressée notamment par le dropshipping de matières premières et notamment aussi mon audience, parce que j'ai quand même beaucoup de Ouais, demandes africaines ou diaspora africaine ouais, qui voudraient se lancer dans ce genre de business-là, que ce soit le drop, Shopify, ouais. AliExpress, machin chose, ou bien alors ce que tu fais toi. Moi, je pense, la première chose, c'est vraiment de définir ce qu'on veut faire et de vraiment se lancer. D'accord? Il faut se lancer en fait et tester. Il ne faut pas trop se préparer non plus. Il faut se jeter dans l'action et essayer de voir est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux le faire? Quand je donne par exemple ma propre expérience, c'est des choses que j'ai fait. Je me suis lancé dans tout ce que je pouvais parce que je voulais essayer de voir est-ce que ça collait aussi à ma personnalité. C'est extrêmement important. Donc, se lancer rapidement, comme disent les Américains, prenez des décisions rapides et restez avec ça le plus longtemps possible. Tu vois? Pour essayer, pour être sûr que ça marche vraiment pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la persévérance. Quand on se lance dans un business, ça prend du temps avant de décoller. Moi, j'ai mis 2 ans pour être vraiment rentable en e-commerce. Ça m'a pris énormément de temps de doute, d'abandon même sur le chemin. J'ai abandonné, je suis revenu, j'ai abandonné, je suis revenu. Et tout dans ça demande quand même une certaine résilience pour continuer. Donc, je pense que peu importe si vous voulez vous lancer en e-commerce ou en dropshipping des matières premières ou peu importe, lancez-vous rapidement, tenez dans la durée, d'accord? Soyez résilient. Le monde du business en ligne n'est pas fait pour tout le monde. C'est extrêmement challengeant. Beaucoup de doutes, d'accord, sur le chemin, mais ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien. Si vous pensez que c'est ce que vous avez envie de faire, vraiment, les gars, foncez et ne lâchez rien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Merci beaucoup. Top, top. Un truc que tu dis, juste là, dans ce mot de la fin aussi, c'est que les gens peuvent avoir peur, etc. Il faut aller dans l'action. Mais pour l'import-export, il y a quelque chose, moi, qui fait peur à pas mal de personnes. Et même moi, j'ai eu pas mal d'argent avant, en fait, de faire des grosses commandes. Quand j'ai commencé, j'étais dans une PME. L'import-export, en tout cas chez moi, c'est des commandes entre 50, 300 000, voire plusieurs millions d'euros. Oui, Euh, Quand tu as quelqu'un qui débute, qui trouve sa personne là sur LinkedIn et qui fait face à une commande de, je sais pas, moi, 40 tonnes de riz ou des trucs comme ça, tu vois, ça fait peur quand même de gérer ces gros sous. Est-ce que tu aurais oui. un petit conseil juste pour ça, pour gérer les gros sous et cette peur qu'on peut avoir quand on est juste un petit techno comme moi, tu vois, enfin comme moi avant, et qui arrive et qui se dit, OK, là, je dois faire plusieurs conteneurs de masques, je dois faire des conteneurs de câbles acier pour des bateaux, je dois faire un conteneur de couches, je dois faire des conteneurs de, je sais pas moi, de noix de cajou, n'importe quoi, mais Simplement. il y a du gros argent derrière et je flippe ma race. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Effectivement, c'est quelque chose qui est très répandu. On a beaucoup de gens qui me posent la question, mais comment je gère ça? Si on veut me faire un virement de 200 000 euros, comment je gère cela? Tu vois? Et effectivement, c'est pas simple à gérer, effectivement, parce que ça demande, on a vraiment cette peur de se dire que je vais faire capoter le deal, je vais mal faire les choses. Et on a peur aussi de voir autant d'argent parce qu'on n'est pas habitué à avoir autant d'argent. L'une des choses que nous, on conseille pour les débutants, surtout quand ils sont dans ce genre de système, c'est toujours de passer par de vrais agents dans lesquels ils ont une intermédiaire pour essayer, dans un premier temps, de ne pas encaisser les sous soi-même. Tu vois? Et nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de passer Apporteur par des vrais d'affaires. agents, apporteurs d'affaires, voilà, de passer par des vrais Hmm, agents. Ça te permet justement, dans un premier temps, de ne pas être confronté au fait de recevoir autant de sous sur toi et surtout de ne pas mal faire les choses derrière. Parce qu'on est en train de se lancer, on est débutant, on ne maîtrise pas tous les rouages parce que le business en ligne, c'est l'expérience qui parle. Hein. On peut suivre toutes les formations qu'on veut, c'est sur le terrain que ça se passe vraiment. Tu vois. Donc, je pense qu'il est important de se mettre dans une position d'apporteur d'affaires au départ, surtout dans l'import-export où c'est des sommes qui sont affolantes. Parfois, ça peut aller très, très, très vite. Tu vois. Donc, quand on n'a pas cette expérience, c'est parce que moi, j'ai déjà vu des sous en e-com où tu peux faire des 10 000 euros par jour, des 20 000 euros par ouais, jour. c'est Quand ça. quelqu'un me fait un virement de 200 000 euros, je dis OK, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire OK comme ça avec, C'est ça, avec un budget de 200 000 euros. Donc, au début, les amis, vraiment, commencez en tant qu'apporteur d'affaires, passez par des entreprises, amenez-leur leurs clients et prenez votre commission. Ça va vous permettre de ne pas apporter sur vous toute cette responsabilité d'autant d'argent qu'on vous envoie. Voilà. ok, top. Bon, je pense que là, comme ça, on a un petit peu tout. Et puis aussi, voilà, pour les grands débutants, euh, une belle vision d'ensemble de la chose. Bah, merci beaucoup, Alain, en tout cas, d'avoir Merci été là beaucoup, avec, Cédric. avec moi aujourd'hui pour mon audience. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. On essaiera donc d'y répondre. Peut-être qu'Alain pourra passer, sinon j'essaierai Ouais. d'y répondre aussi. Et si ça vous a plu, dites-le nous.
Et puis voilà, bah, merci beaucoup et à la Merci prochaine, Alain. beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, tout le monde et à tout moment.